Un documentaire très bien structuré, avec plus d'une vingtaine de témoignages de différentes personnalités socio-professionnelles qui ont pu viser sur l'indépendance de notre pays. Alors ce qui est intéressant, c'est le film retrace, si vous voulez, j'espère que tout le monde l'a vu au moins, le chemin parcouru par notre pays en 50 ans, malgré tous ceux à l'époque qui avaient prédit pratiquement la catastrophe à venir, à commencer par les plus grands experts économiques, par quelques écrivains aussi, pour ne pas le citer, Naipaul avec le Overcrowded Barracoon, et peut-être, je trouve une mauvaise interprétation de ce que Titmos Émile avait dit. Mais d'une manière générale, les deux économistes du temps colonial avaient dit que si vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent, vous allez directement à la catastrophe. D'ailleurs, vous serez peut-être plus de quelques centaines de milliers dans 25 ans, comment vous allez tenir sur cette île qui n'a pas de ressources. J'ai eu le plaisir d'accueillir sur le plateau de Radio One ce matin le ministre de la Pauvreté et de l'Intégration sociale, Alain Wong, et qui justement parlait des progrès qui avaient été accomplis par son ministère, la création de la National Empowerment Foundation par exemple, pour venir en aide, entre autres, construction de logements sociaux, etc. Mais aussi pour venir en aide à ceux qui se retrouvent sur le Motion Social Registry et quels sont les critères qui rendent une famille éligible pour bénéficier pratiquement 800 000 par enfant dont on peut confirmer qu'il a eu, pendant l'année écoulée, 90% de présence à l'école. C'est quand même comment l'île Maurice était à genoux en 60 avec ce fameux cigare de Serge Brasse, c'est Serge Brasse. Et puis, comment on est arrivé à Sable-Vue, par exemple, cette salle. Il y a une seule image qui a pu peut-être rester la même, peut-être le bibliographie. C'est la seule image. Mais c'est un très beau documentaire d'ailleurs. Mon petit enfant a vu ça, il était impressionné, et ça l'a encouragé à aller chercher des journaux de l'époque sur Internet, comment ça s'est passé. Voilà à peu près ce film. Pour ceux qui n'ont pas vu, je crois que le DVD sera accessoirement en vente à la sortie si vous n'avez pas fait. Donc c'est un très beau cadeau à offrir pour les fêtes de fin d'année parce que, à la limite, c'est presque un message d'espoir. Bon, qui c'est qui commence en premier? Je vais juste peut-être en quelques minutes, juste faire la genèse du film, pourquoi j'ai eu envie de faire ce film. Donc ce film, comme vous disiez tout à l'heure, vient après 6 autres films sur Maurice.
Et quand j'ai eu l'idée de ce film, c'était donc après avoir fait un film sur le peuplement de Maurice, après avoir fait un film sur Gaëtan Duval, qui était le visage marquant de Maurice, après avoir fait un film sur notre diaspora à travers le monde, j'ai voulu au moment de ces 50 ans faire quelque chose, voilà, essayer de retracer avec le plus de distance possible, le film. Mais vous voyez, la démarche a changé en cours de route. Je voulais faire un film, enfin j'avais pensé plutôt faire un film, je me disais, résolument optimiste. Parce que quand on regarde Maurice, on est vraiment résolument optimiste. Et puis au fur et à mesure, vous verrez le film, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que donc j'avais adopté une démarche de journaliste, aller voir, et sans idée préconçue. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte, autant on était fiers de ce qu'on avait fait, mais autant il y avait des inquiétudes pour l'avenir. Et le film se termine, voilà, d'une manière moins optimiste que je ne le pensais. Mais après tout, c'est un film, ça se termine de manière réaliste, puisque ce sont les intervenants eux-mêmes qui donnent le ton du film. Et j'ai voulu aussi pour les intervenants, il y a une vingtaine d'intervenants, les intervenants sont d'âges différents, de milieux socio-professionnels différents, de communautés différentes, d'âges différents. Et c'est tous ces points de vue mis ensemble qui donnent une espèce de sphère où l'on croit déceler ce qui est Maurice. Et puis la dernière chose qui m'a vraiment surpris, c'est comment les inquiétudes des Mauriciens de 30 ans montée et de 30 ans descendre ne sont pas du tout les mêmes. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment la jeunesse a vraiment d'autres inquiétudes, quoi, qui concernent principalement l'écologie et la méritocratie. Alors que ceux au-dessus de 30 ans ont des craintes plus, j'allais dire, plus terre à terre, l'économie, le développement, etc. Voilà, ça c'est à peu près le schéma général du film. Là, on va passer la parole à Komari qui a donné ses opinions. Il y a une des protagonistes du film, dont le nom est générique d'ailleurs, nous dire, elle, comment on revient à notre interrogation dans la première fois, est-ce que ça va être aussi difficile que c'était il y a 50 ans de cela? Quels sont les grands défis auxquels notre pays aura à faire face? Alors, je ne voudrais pas être pessimiste, sinon on est dans la même logique que les fameux oiseaux de malheur de l'époque, Métibus, Naipaul. On n'est pas dans les mêmes conditions, puisque si on regarde les images justement qui viennent de passer, je pense que ça a été un réveil un peu pour tout le monde. Moi, je ne connaissais pas ces images-là. Vraiment, ça a été un moment très fort du film, puisque ça m'a permis on connaît les récits là-dessus, mais voir les images, ça nous donne une autre expérience. On se dit, on a vraiment fait du chemin depuis ce moment-là. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Sauf que les problèmes ne sont pas les mêmes, les défis ne sont pas les mêmes. Le public concerné, la population n'est pas la même. Est-ce que la population d'aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, sont aussi capables de relever les défis d'aujourd'hui? Ça, c'est pas gagné. Par contre, il y a un courage, une résilience de la population qui a pu se relever, n'est-ce pas, de l'état de cette situation. On était vraiment absolument démunis et on a pu faire face au monde et arriver là où on est arrivé. Donc c'est quand même plus facile aujourd'hui, je pense, ça devrait être plus facile pour relever les défis de l'avenir, puisque nous avons des acquis.
Mais il y a également tellement d'impondérables, il y a tellement de nouveaux défis. Est-ce que la population d'aujourd'hui est aussi à même d'avancer avec autant d'efforts? Est-ce que nous avons la même culture de l'effort aujourd'hui qu'il y a 50 ans et juste il y a 50 ans, mais pendant cette période qu'on a connue, est-ce que nous avons aujourd'hui la même culture de l'effort? Est-ce que les défis comme la corruption, par exemple, dans le pays, il faut le dire, est-ce que cette corruption-là n'est pas étendue à tellement de niveaux que c'est difficile de s'y attaquer? Je parlais dans le film du problème de la drogue, qui a tellement investi la société, on ne sait pas par où commencer pour éradiquer donc ce fléau-là. Mais il y a d'autres fléaux, il y a tellement de choses. Nous avons besoin de dirigeants capables de prendre des décisions fermes pour la société sans tomber dans le clientélisme. Mais nous voyons bien, tous les jours, comment les politiciens entrent dans ce jeu de tendre, n'est-ce pas, de faire des cadeaux pour se faire élire. Ça, c'est pas gagné, mais c'est le jeu est ainsi. Alors que, justement, le film mentionne bien, je crois que tout à l'heure, on a mentionné le fait que, par exemple, Simsa Garamoulam avait pris des décisions qui n'étaient pas forcément populaires. Et d'ailleurs, il a été critiqué, beaucoup critiqué. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'être ferme, de prendre des décisions à long terme, en pensant justement au bien du pays dans 20 ans, dans 50 ans, plutôt que de penser à ce qui va se passer juste après les élections ou autour des élections? Est-ce qu'on est capable de tenir un discours et de, si vous permettez, walk the talk? On ne peut pas dire, par exemple, je reprends l'exemple de la corruption, on ne peut pas dire oui, le système est corrompu quand nous-mêmes on est tentés, on est capable d'entrer dans la logique de la corruption. Il n'y a pas de corrompu s'il n'y a pas de corrupteur. Si on est corrupteur, on ne devrait pas être en train de critiquer le système. On commence par soi. C'est la même chose pour la discrimination ethnique. Tout le monde en parle. On sait que c'est un des fléaux de notre pays. Mais est-ce que nous ne donnons pas dans ce niveau-là nous-mêmes? Donc je crois qu'il faut s'examiner et se décider à vraiment prendre une décision et s'y tenir. On ne peut pas non plus demander à nos jeunes par exemple, de penser au pays, quand on les encourage dans le même ton, dans le même discours, à être individualiste. On ne peut pas leur demander de ne pas travailler en équipe dès leur plus jeune âge. Ils vont à l'école, il faut se cacher et travailler dans son coin, n'est-ce pas? Ne pas partager avec son voisin pour arriver à mieux faire ou à mieux avoir de meilleures performances à l'école, mais de ne pas construire en fait un pays, de ne pas construire une société, de ne pas comprendre que dans une société, on est là pour le partage. Merci, Koumari. Je donne la parole à Vincent Moutoto qui me précise, on a fait un petit échange de SMS là. Je suis né en 75, il ne faut pas dire que je suis né en 68. Moi je crois que c'est qu'il faut retenir ce que j'ai retenu dans la déclaration, dans les propos de Koumari. Est-ce qu'on a aujourd'hui la même culture de l'effort que peut-être nos parents ou nos grands-parents avaient à l'époque? Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre positivement à cette question, ce qui nous permettrait peut-être d'être assez pessimiste en disant s'il n'y a pas cette culture de l'effort, où allons-nous? L'effort maintenant c'est beaucoup d'enquêteurs, je comprends bien. Là, ça c'est un vrai problème de société auquel il faudra
trouver de solutions. Sans plus tarder, on va passer la parole à Vincent, qui fait partie aussi du film. Hein. Merci Finet. D'abord, c'est une chose d'être arrivé dans un film, avec le montage, etc. C'en est une autre d'être là, comme ça, sur un panel. Des gens qui nous écoutent, c'est pas pareil. Donc si on dit des choses pas très justes, faites le montage vous-même dans vos têtes. J'aimerais revenir un petit peu en arrière sur l'indépendance elle-même et remercier Alain parce que le double exercice de répondre et de se prêter au jeu des questions et ensuite de voir le film, enfin, ça a été source de grandes questions et de beaucoup de questionnements. La première chose, et je n'avais jamais pensé à cette question avant notre entretien, c'était qu'est-ce que j'aurais fait moi en 68 moi qui suis aujourd'hui tellement fier d'être mauricien, fier de l'indépendance, fier de mon drapeau, et qui peut-être trop facilement a tendance à critiquer ceux qui sont partis ou ceux qui n'y croyaient pas, etc. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Si j'étais né en 17 à la Heidenstadt ». Et qu'est-ce que j'aurais fait? C'est la première question que je me suis posée. Je n'ai pas la réponse parce que je n'y étais pas. En tout cas, je suis d'une génération qui est née avec le boom économique et le fameux miracle, et qui finalement était plutôt chanceux. Nos parents, les parents de mes copains à l'école n'ont pas connu cette chance d'aller à l'école gratuite, d'avoir accès à un certain nombre de choses et d'avoir vu ce développement et d'y avoir bénéficié. Mon premier ressentiment et sentiment plutôt, c'est de dire merci à ceux qui ont permis cette indépendance et qui ont travaillé fort pour rejoindre mon mari. C'est clair qu'il y a eu tellement de sacrifices et tellement de sacrifices de beaucoup de personnes pour qu'on soit là où on est aujourd'hui. Deuxièmement, c'est clair pour moi que le gouvernement de l'époque a pris, avec le recul en tout cas, on a un sentiment qui s'était vraiment arrêté, qui s'était vraiment posé les bonnes questions et qu'ils s'étaient projetés en disant ok, s'il faut qu'on réussisse, il faut l'éducation gratuite, il faut la santé gratuite. Enfin, ça a été une décision extrêmement, extrêmement forte. Je ne sais pas si elles étaient forcément courageuses, peut-être qu'elles étaient aussi, c'était peut-être pas au début de plus ou moins des votes, mais toujours est-il, c'était des vraies grandes décisions avec beaucoup de vision. Et moi, ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est que je ne vois pas, je n'entends pas, je ne vois pas de l'ombre d'un projet ou d'une envie ou d'une réflexion profonde, d'une grande idée, ok, on va dire, ok, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais ok, c'est fini les hôtels. Il n'y a plus d'hôtels sur la plage, on arrête. Ok, dans 20 ans, on va s'attaquer sérieusement aux énergies renouvelables, et voilà le plan. Finalement, tous les grands enjeux d'aujourd'hui, on ne sent pas, on n'entend pas, et on a l'impression que c'est la course à des quick wins. Et souvent dans le business, c'est aussi comme ça, on va vendre tel terrain, on va construire 15 IRS, on va cacher tout de suite quelle est la création de valeur sur le long terme. En tout cas, moi je ne le vois pas, et je suis résolument optimiste dans la vie. Mes copains se moquent de moi pour me dire que je suis tout le temps trop optimiste. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je suis plutôt inquiet et je me pose plutôt des questions. Alors qu'est-ce que je fais moi dans tout ça? Pas grand-chose de plus. Donc c'est facile de critiquer aussi, parce que je ne peux pas dire que je fasse beaucoup plus. Donc la question des 50 prochaines années, je crois que c'est M. Béni dans le film qui disait qu'il avait l'impression que les enjeux d'aujourd'hui étaient probablement même plus grands que ceux de 68. Je suis assez, je me retrouve assez dedans, et j'ai l'impression qu'il est grand temps qu'on se réveille
et qu'il n'a plus de temps à faire. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on prenne des actions, il faut qu'on réfléchisse. Donc il y a des réflexions ici et là, des projets de société, tout ça. Mais maintenant, comment traduire ça en actes et en actions concrètes qui trouvent résonance, surtout dans la population, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, mon film aura eu le mérite de faire poser ces questions. Merci. Maintenant, on va inviter ceux qui seront à poser des questions. Malheureusement, on n'a pas eu cet extrait de Manu Binic sur le mauricianisme, qui est un enjeu pour l'avenir aussi, qui est un des grands défis. On sort d'une bagarre raciale en 68, ce qui a pu être accompli, a pu être cicatrisé, des blessures cicatrisées pour arriver à un miracle économique. Moi, je ne peux pas, à chaque fois, en tant que journaliste, par exemple, avoir des angoisses quand on... J'en ai le dernier exemple en date. Avoir des angoisses, par exemple, quand on a profané un kalima et l'a triolé, et se poser la question, est-ce que c'est un créole, c'est un hindou? C'est plus possible de vivre de cette manière-là. À chaque fois, on est dit, à moins une petite étincelle risque de provoquer un incendie. C'est plus possible de vivre dans cette angoisse-là. Il y a ça, et je crois que le thème est très bien abordé par Manu Binic dans le film. Et puis il y a deux autres thèmes, l'environnement et le changement climatique. Je crois que ça, c'est des vrais enjeux pour l'avenir. Voilà. Maintenant, c'est à vous de poser des questions à nos trois invités qui sont là. Si vous avez besoin de micro, il n'y a pas de problème, il y a un micro baladeur. C'est toujours difficile de poser la première question. Allez, vas-y, Charles. Merci. Vous entendez? Ça marche, oui. La question a directement en lien avec ce que tu étais en train de dire sur le développement durable, sur l'avenir au vu d'un point de vue pas uniquement mauricien. Toute la planète actuellement est concernée par les problèmes de développement durable, de réchauffement climatique, de recyclage des produits, etc. Quand on considère Maurice, petit département français, c'est évident que tous ces types de problèmes sont d'autant plus cruciaux que c'est un petit pays et que si on ne prend pas, est limité par la mer, donc si on ne prend pas les bonnes résolutions dès maintenant, ça risque d'être très difficile à vivre. Alors je vais poser une question justement à Vincent Montocchio. En tant que chef d'entreprise, un chef d'entreprise, ça doit voir les échéances à plus ou moins long terme. Long terme, c'est peut-être 10 ans, moyen terme 5 ans, court terme 1 an, 2 ans. Est-ce que vous, ou certains de vos amis jeunes chefs d'entreprise, vous avez des réflexions, comme je sais pas, il existe en France le Centre des jeunes dirigeants, qui vous permettent de réfléchir ensemble à des problèmes qui ne sont pas liés à chacune de vos activités, mais qui sont globales? Pas assez. Pas assez. Alors moi, je suis dans un secteur qui est la communication et la publicité, donc en impact direct, on a un énorme impact direct. Par contre, on a un rôle d'influence qui est important, puisqu'on a comme client les grands groupes, industriels, etc. Il y a en tout cas de plus en plus de ces questions qui se posent. Il y a certains groupes de réflexion, mais c'est très peu organisé et c'est très peu. Donc la réponse est non, une réponse un peu bête, mais c'est pas assez, on n'en parle pas assez, c'est pas suffisamment au cœur de nos préoccupations, même si ça arrive de plus en plus. Et je crois qu'il ne faut pas confondre CSR ou activités comme ça saupoudrées par rapport aux entreprises. Il faut que ces questions soient intégrées au cœur même des décisions et des questions d'investissement et tout ça. Aujourd'hui, c'est trop traité comme quelque chose d'un peu à part, et pas assez au cœur des investissements, des budgets, tout ça. Par ailleurs, le développement durable, il ne faut pas trop confondre, c'est pas juste l'environnement.
c'est aussi une question de culture, de sauvegarde du patrimoine et bien sûr du social. Et encore une fois, je crois qu'il y a un paradigme shift à faire entre les entreprises qui donnent, qui font des dons, qui font du CSA, le développement durable, devrait, je pense, être vraiment réintégré au cœur des questions des entreprises. Le micro va venir. Bonsoir tout le monde. Déjà, je crois que l'initiative mérite d'être saluée. Mais c'est plus une réflexion qu'une question en lui-même. Vous voyez déjà le nombre de personnes limitées dans la salle qui démontre que le Mauricien, quand même, est assez égoïste dans sa démarche et dans sa nature, parce que une conférence qui est gratuite, ouverte pour un débat, un sujet de réflexion tellement important, mais l'engouement n'y est pas. Mais encore une fois, moi je pense qu'il faut toujours un débat. Pour revenir à ce que Vincent disait par rapport au bonhomme Ramgoolam, à l'époque qui avait pris des décisions peut-être courageuses, mais disons que aussi il était encadré, il avait un think tank quand même approprié, il avait un cabinet de réflexion qui permettait des échanges qui pouvaient de là germer des idées concrètes, et c'est ce qui a fait aujourd'hui de Maurice quelque part de là où on est, malgré vent et marée, irrespectif des gouvernements qui ont été en place depuis l'indépendance. Je crois que avoir nos confrères africains, je crois que Maurice en est bien sorti. Autre réflexion que je me demande aussi, c'est moi j'étais conseiller municipal à la mairie de Port-Louis pendant 2 mandats. J'ai assisté à pas mal de conférences en étant conseiller municipal, parce qu'on était dans une association qui s'appelait Ville et Port de l'Océan Indien. Je pense que le gros débat ou l'enjeu principal, ce serait la condition climatique. Maurice étant un port, on est une île, et les enjeux à venir reste que toutes les catastrophes naturelles, comme nous on est insulaire, et on avait pratiqué, on a quand même, allons dire, disregard un peu les enjeux qui peuvent arriver. Au moment d'assister à cette conférence-là, on nous avait demandé, mais qu'est-ce que le port d'autorité, qu'est-ce que votre gouvernement a mis en place en termes de catastrophes naturelles, en termes d'une fuite de pétrole pour le pays. Et je réalisais à ce moment-là qu'on n'avait rien, on a toujours rien en place. Demain, on a un tsunami qu'on n'espère pas dans l'océan Indien, qui peut être à des milles nautiques de nous, mais qui affectera notre sol marin, notre sous-sol marin, et bien sûr le pays, la capitale en lui-même. Il y a quelque temps de cela, j'ai été à Les Salines, où on est en train de faire du comblage vers la mer pour faire une extension de tout ce qui est l'établissement du port, avec bientôt des hôtels qui va être dans les alentours. Et j'avais un océanographe qui était un ami français qui était là et qui me disait est-ce qu'on a eu un plan d'ensemble de ce qu'on voulait de la ville de Port-Louis, de cet état portuaire? On est en train de capitaliser dessus, et jusqu'à présent, mais rien. On a eu à l'époque, qui remonte quand même à 2009 ou 2010, on a eu quand même des recommandations des associations des villes et des ports de l'océan Indien à mettre en place. Malheureusement, jusqu'à ce jour, rien du tout. Merci. Oui, vas-y. Juste pas pour vous répondre, mais pour vous donner une petite piste de réflexion par rapport à l'intérêt des Mauriciens pour leur histoire. On peut, bien sûr, quand vous voyez les Mauriciens, ils sont tous intéressés à leur histoire, à leur patrimoine, ils sont toujours intéressés à tout. Mais comme les chiffres parlent toujours mieux que tous les propos qu'on peut avoir, par exemple, pour la série Venue d'ailleurs, qui raconte l'histoire du peuplement de Maurice, qui ne peut pas être plus parler de notre histoire que ça, sur 10 DVD vendus, 6, quand je refais les chiffres avec le libraire, 6 sont vendus aux touristes, 3 aux Mauriciens expatriés
un DVD pour le Mauricien Victor Brest. Je crois que ça vous dit tout. Merci pour ce DVD. En fait, on pourrait le qualifier de wake-up call. Et avant de dire ce que j'aimerais dire, je voudrais poser une question à madame, à laquelle vous aurez le loisir de répondre après mon intervention, si vous voulez bien. Quand vous avez parlé du sens de l'effort, notion à laquelle j'adhère totalement, dites-le vous aux étudiants de l'université. Bon, maintenant je passe à ce que j'aimerais dire. Il y a une question que je voudrais poser à Alain qui a fait cet excellent documentaire. Pourquoi il n'y a pas de ce volet politique que j'ai connu intensément, qui a commencé avec l'avènement du MMM et qui a culminé au 60-082, qui a fait pchit, parce que 9 mois après, ce n'était plus du tout un MMM. Et je voudrais partager un fait que je fus pour la première fois publiquement en 1976 aux élections de décembre, aux élections générales. Les résultats avant Bessosa étaient 25 travaillistes, 7 PMSC, 30 MMM. Et le programme électoral du MMM que j'ai toujours dans mes archives établissait comme ligne directrice la nationalisation de tous azimuts. Banque, assurance, industrie jubilée. Et il n'y avait pas eu de coalition préélectorale. Et Gaëtan Duval, qui avait été candidat au numéro 4, ne passe pas, n'est pas élu député et est complètement achevé par ces élections. Et je faisais partie d'un groupe qui, à l'époque, s'appelait Horizon 2000, qui était un groupe de jeunes supposément intellectuels, dont l'objectif principal était de contrer, de tordre le cou à l'avènement de ce parti que nous considérions comme étant radicalement de gauche, voire sous certains rapports trotskistes ou alors communistes. Et nous nous étions inspirés du livre de Giscard d'Estaing, notamment, qui s'appelle « Démocratie française » pour soumettre au PMSC des idées de programme électoral socio-économique. Personne n'avait pu parler à Gaëtan Duval pour éventuellement une coalition post-électorale soit conclue. Et Tchatcha l'a appelé de hauts personnages du secteur privé très impliqués dans la politique lui téléphonaient, il ne répondait pas. Et je ne sais pas pourquoi, il avait une confiance particulière pour l'avènement du Horizon 2000. Et je fais partie d'une délégation de 3 personnes pour aller le voir à la rue Tommy Larifan où il était. Il était complètement HS, hors service, allongé sur un lit, accepte de nous recevoir et on lui fait valoir le fait que s'il ne bouge pas, le pays va basculer irréversiblement dans le camp de l'Est, du mauvais côté du mur, et qu'il fallait certainement dire au revoir à la libre entreprise, à la liberté, etc. Enfin, finalement, il accepte de parler à Tchatcha et dit qu'il donnerait son accord tacite à tous les projets de loi du Parti Nord-Est. Cette posture est soumise à Sir Rahman Osman, qui était le gouverneur général, qui était d'une intégrité intellectuelle exceptionnelle. Et Sir Rahman, à juste titre, refuse cette proposition et dit que la seule chose qui le conduirait à demander à Tchatcha Amboulam de former un nouveau gouvernement serait une coalition en bonne et due forme avec le PMSC et des ministres PMSC. Rebelote, on va voir Gaëtan qui finalement accepte. C'est ainsi que
il y a une coalition post-électorale qui est conclue, avec des ministres de MSD, je m'en souviens, Maurice Valls, administration régionale, Élisée François au logement, Nicole François à Rodrigue, Benoît tournée général. Ça nous a permis de nous ancrer pour une période additionnelle de 5 ans dans le camp de l'Occident, on disait à l'époque, et de nous aligner, bien comme nous le disions qu'on a aligné, mais enfin on était véritablement alignés dans le camp de l'Occident. Donc cette période de braise, comme on a l'habitude de choses, et malheureusement, malgré l'excellence du DVD, je le répète, est peut-être un absent de choses. Et il faut se rappeler que Horizon 2000 a pris l'initiative de faire venir pour la première fois à Maurice une grande entreprise de sondage, peut-être la plus grande d'Europe, qui était la Sofres, que tout le monde a connue, et qui avait fait donc une évaluation de l'opinion des Mauriciens, et qui avait été clair. Les Mauriciens étaient quasi unanimement pour les grands thèmes porteurs du PMSD, qui étaient le tourisme notamment et la zone franche, que le MMM combattait bec et ongle. Donc le rôle de Gaëtan après la coalition dont tu fais référence dans le documentaire est un élément crucial qui a permis de souder les deux factions de la population et éviter la fracture. Je pense qu'un DVD supplémentaire sur cette période de braise m'intéresserait. Alors maintenant, pour la proposition que j'aimerais faire par rapport aux défis qui nous guettent, il est difficile de dire si, comme M. Bini disait, qu'il pense que les défis qui nous guettent sont pires que ceux qu'il a connus dans les années 60. Difficile à dire, en tout cas, ceux qui nous guettent sont incommensurables. Et il y a peut-être une idée, parce que, effectivement, la question de monsieur, mon voisin de gauche, à Vincent, en effet, de savoir si les chefs d'entreprise consacraient du temps à des grandes réflexions. Ma réponse est carrément non, pour ma part. Et je me souviens qu'à l'époque, toujours en 1978 par exemple, le JEC avait fait un séminaire de 2 jours dans un hôtel résidentiel qui s'appelait Mauritius for a Brighter Future, et où vraiment les idées étaient mises sur la table. Donc, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans les grandes entreprises. C'est un grand exercice de risk enterprise, evaluation enterprise. Réunir tous les acteurs de la société, active, civile, secteur privé, aux fonctionnaires. Peut-être que l'université pourrait être la facilitatrice, l'université de Maurice, j'entends, de cet exercice, et d'évaluer les risques auxquels nous sommes confrontés, de les prioritize, de les mettre en ordre de priorité comme nous faisons dans les entreprises, et de voir les mesures que nous devons prendre pour les confronter. Et il y en aura certainement ceux pour lesquels on ne pourra rien faire, comme dans les entreprises du reste, mais au moins saura-t-on que ces risques existent, et ce sera un grand exercice de réflexion auquel la société civile et les ONG, avec le concours du secteur privé et des hauts fonctionnaires, pourraient se jouer. Voilà, merci. Bon, déjà rapidement, comment répondre à votre remarque de départ? Je parle de la culture de l'effort tous les jours à mes étudiants, sauf que vous comprendrez que si je sème sur un terrain qui n'est pas très fertile, je n'ai pas beaucoup de résultats. Et c'est un problème très important. Je crois que si on veut avoir un avenir plus rassurant, il nous faut investir dans ces jeunes, il faut investir dans les enfants. Mais investir ne veut pas dire, par exemple, ce qui s'est passé. Je crois que c'est peut-être un peu facile de le dire en tant que tel. Je crois qu'il y a eu une génération de parents qui
parce qu'ils ont vécu justement les années difficiles, ont été très, comment on va dire, généreux envers leurs enfants en pensant bien faire. Ils étaient, j'imagine, totalement en train de penser au bien-être des enfants. Mais en accordant tout le confort, on va dire, toutes les facilités, sans demander un effort en retour, je crois qu'à ce moment-là, on crée des gens qui n'ont aucune notion de d'où vient, je sais pas moi, ton téléphone, si je te demande ton téléphone et tu me le donnes sans que je fournisse quelque chose en retour, je crois qu'on a eu une génération de jeunes, et je côtoie ces jeunes-là tous les jours à l'université. Je suis effarée qu'on ait pu créer justement cette mentalité de tout avoir sans aucun effort. Donc après, arriver à l'université, c'est un peu difficile d'instiller à ce moment-là la notion de... Et je crois que quelqu'un le dit dans le film, c'est pas M. Dinan, c'est justement cette attitude de tout avoir tout de suite aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut repenser. Mais encore une fois, pour rejoindre ce que Vincent a dit, on n'a pas de projet, ou d'autres intervenants dans le film, on n'a pas de projet, on ne voit pas plus loin que l'immédiat. Et je pense qu'on a autant, on va dire, dans le passé, on a investi justement dans nos ressources qui étaient les ressources humaines. Autant à l'avenir, on sent qu'on ne peut pas trop faire confiance parce que, bon, pour un grand nombre, on ne va pas dire pour tout le monde, mais pour un grand nombre, justement, il y a cette espèce d'attitude on n'est pas concerné par ce qui se passe, on n'est pas intéressé par les questions dont on débat, on est plus intéressé par son compte Facebook que par les débats de la société d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on pense à une manière de reconnecter les jeunes avec la réalité, avec la réalité sociale, avec la réalité de notre pays, avec les problèmes qui nous guettent. On ne va pas faire l'autruche, mais c'est ce qui est fait par pas mal de monde aujourd'hui. Si je peux juste rebondir dessus par rapport aux jeunes, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit ou ce qu'on pense à leur sujet. La génération qui est là, elle n'a peut-être pas cette capacité encore de la culture des forêts, etc., dont on parlait, mais en même temps, je ne crois pas qu'on va réussir à les embarquer avec les méthodes d'il y a 50 ans. Ils sont foncièrement indépendants, pour le coup. Ils ont je vois, leur pièce, elle fait comme ça. Donc c'est une génération où on ne peut plus leur raconter d'histoire et qui ne croient plus dans le politique parce que ce qu'ils voient ne les inspire aucunement, que ce soit toutes les élites. Donc finalement, comment on peut être crédible en tant que gouvernement, en tant que politique ou en tant que grand patron d'entreprise si ils ont le sentiment que tout ce qu'on fait va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Donc, je crois qu'il faut faire bien attention parce que, au contraire, moi je crois que c'est une génération que si on les empower, qu'on les embarque, mais pour de vrai, et qu'on reconnaît les faiblesses et faire un état des lieux, ils vont être beaucoup plus réceptifs et ils ne demandent que ça. Mais si on leur dit, si on croit qu'on va les embarquer en leur disant, tu sais, moi j'ai bossé, j'ai signé pour toi, c'est pas le problème, mais ils sont nés comme ça,
dans une génération d'aujourd'hui et ce qu'ils voient des élites ne leur fait pas rêver et même ça donne vraiment envie de revenir. J'avais plein d'intention de parler, mais Tu as raison, Paul. on m'entend, oui. Mais moi, je voudrais dire deux mots pour traduire le plus brièvement possible mon sentiment, ce que je ressens. Moi, je suis un amoureux de l'île Maurice. Je crois dans l'île Maurice. Je crois dans le citoyen. Je crois qu'il y a à l'île Maurice un bon sens. J'aime bien, moi, dire le bon sens et le cœur exceptionnel au niveau du citoyen. Et on peut parler de génération, on peut parler de bien fait par X, Y, Z, et bien souvent on peut parler des mal faits par X, Y, Z, mais c'est ignorer à ce moment-là qu'on vit dans un temps, et quelquefois on vit l'évidence du temps, et on ne peut pas aller juger le temps d'avant, ni prévoir le temps d'après. Moi, je pense personnellement que l'île Maurice est ce qu'elle est, c'est-à-dire avec une âme, parce que la majeure partie des immigrants sont venus et avaient une tradition. Quand je dis une tradition, je ne veux pas parler nécessairement de tradition religieuse, une tradition de famille. On voit que les immigrants venus de l'Inde, venus de Chine, venus du Pakistan, venus d'Europe, etc., il y a une tradition familiale. Et tout le succès de n'importe quelle société repose sur la famille qui est la cellule de la société. Notre corps est fait de millions de cellules et une cellule folle peut donner un cancer ou tuer. Et la cellule de la société, c'est la famille. Et on a l'avantage d'avoir eu des peuples qui sont venus et qui apprennent la famille et qui pourront avoir tout ce qui est donné pour ses enfants, que ce soit de forme de nourriture, sous forme d'éducation, etc. Et l'éducation, justement, quand il y a vraiment un sens de la famille et qu'on a vécu certaines choses, on fait d'abord des humains, avant d'avoir des scientifiques, avoir des hommes d'affaires, avoir des gens qui sont là de plus en plus pour l'argent. On fait des parents parce qu'on aime sa famille, on veut que ça réussisse. Et la réussite ne se mesurait pas par l'argent, la réussite se mesurait par les sentiments. On a vu l'île Maurice, les villages, par exemple, les villages, la solidarité qui existe dans les villages, peu importe de quelle origine on est, c'est quelque chose qui est touchant et qui m'a toujours fasciné. Et je crois dans l'île Maurice, et j'ai dit que j'allais être bref, donc je continue. Donc je crois dans l'île Maurice, l'île Maurice est un exemple, est une exception. Le seul pays, ça peut paraître prétentieux, le seul pays qui ressemble à l'île Maurice, c'est la France. Dans la mesure où la France, il y avait des Gaulois, mais il y a très peu de Gaulois. Et la France est un pays justement de gens immigrés venus de partout. Et seulement, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas sur un immense territoire. Et pour découvrir l'autre, ça prend des siècles. Nous, on a l'avantage, et je dis souvent que nous avons l'avantage de notre désavantage, c'est-à-dire d'être sur un petit bout de terre où automatiquement la promiscuité était évidente parce qu'il n'y avait pas de place et qu'on s'est connu et on s'est enrichi de la culture de l'autre, toujours avec le fond de la pensée qui est l'amour, qui est la famille. Merci. C'est ici. Oh, le micro. C'est toujours un budget de parler, Michel. Mais je crois que oui, il a bien expliqué ce sentiment justement de famille, de partage, que les vieux gardent toujours et que les jeunes justement on recherche de plus en plus. Et c'est vous parliez que les jeunes ont des préoccupations qui sont la méritocratie, l'écologie, etc. Parce que c'est vrai que je parle à mon papa qui me disait oui, moi c'est vrai que j'ai été élevée dans la
culture de la production, de la consommation, et que c'est ce qui s'est passé pendant beaucoup d'années. Ça a beaucoup évolué, mais les jeunes, justement, maintenant, il y a la drogue, les produits de drogue qu'on a parlé, c'est dû aussi à une sortie d'un cadre familial qui est moins proche qu'avant. Donc du coup, c'est vrai que les jeunes, on se retourne beaucoup vers ces sujets-là parce que je crois que on se demandait quel modèle pour demain et est-ce que ça va être plus difficile. Je crois que c'est juste que on est arrivé à un nouveau modèle, le modèle de consommation, de production est épuisé, qu'il faut recommencer. Dans un nouveau modèle, on ne sait pas que ça va être plus dur ou moins dur, mais c'est juste que ça va être différent. C'est juste une impression. Et ensuite, par rapport au secteur privé, s'il y a des cas de réflexion, et c'est vrai qu'il n'y en a pas assez, qu'il n'y en a pas beaucoup, mais justement ça commence au niveau des jeunes. Et au niveau du secteur privé, il y a Business Mauritius, car je ne sais pas si tout le monde sait, mais il y a une commission qui est la commission Sustainability. Et ils ont 6 sous-commissions avec des secteurs que sur ces sujets-là qui rassemblent des chefs d'entreprise pour venir parler pour le bien du pays. Et un dernier point que j'avais, que j'ai oublié, que c'était par rapport à tout ce qui est politique, etc. Que monsieur disait que c'est vrai que Maurice a mis le titre et du coup on est très affecté par tous les problèmes environnementaux, mais il y a aussi des grandes personnes dans l'opposition par exemple qui ont dit à des chefs d'entreprise qui faisaient du projet durable, mais pourquoi vous faites ça? Maurice, on est une goutte dans l'océan, ça ne va rien changer si on fait du bien pour l'environnement, donc ça revient. Je vois la déception un peu des jeunes, on entendait des Paul Béranger, des Langlois, plein de trucs, qui avaient plein de convictions, vraiment, ils étaient communistes, ils avaient vraiment des positions, et que là, ça revient un peu au terre, avec un autre ministre de l'océan qui disait à la Banque mondiale, pardonnez-moi, au chaîne économique qui était ça. Bien, le ministre de la Pêche, c'est vrai que les jeunes, on se désintéresse un peu de la politique, et on se demande comment on va aller d'avant. Pierre, tu attends de M. Perrotin. Bonsoir à tout le monde. Eh bien, il faut dire, je crois, les choses carrément et crûment. La mentalité des jeunes, bien sûr, a changé. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'effort. Le coût de l'effort, c'est plus à la mode comme auparavant. Alors, les gens, bien sûr, mettaient l'emphase là-dessus. Aujourd'hui, les jeunes, bien sûr, ils n'ont pas cette certaine valeur morale traditionnelle qu'ils ont tous perdu. Alors, il faut demander la question, est-ce que la médiocrité a eu le dessus sur la méritocratie? Ça, il faut demander la question. Alors, vous pouvez peut-être répondre. Et vous savez, à l'époque, on parlait beaucoup de bénévolat, de volontariat. Tout ça n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que la classe politicienne est fautive quelque part? Aujourd'hui, il n'y a pas de rôle modèle. Alors, tout ça, on a perdu, et je pense que plutôt c'est remplacé par un esprit mercenaire. Je parlais tout à l'heure à M. Rouy. Auparavant, tout était fait parmi la classe politicienne, bien sûr, politique. Alors, tout se faisait bien sûr bénévole, mais après, en 83, c'était bien sûr l'esprit d'argent. On veut faire quelque chose, en retour, on a l'argent. Alors, il y a une érosion de valeur, une érosion culturelle. Et puis, la mentalité, comme je redis, tout a changé. Et vous savez, auparavant, je me rappelle bien, la pépinière, les élèves de l'université, les étudiants de l'université étaient la pépinière des politiciens. Et les politiciens à cette époque, voilà, et c'était un exemple à suivre. Mais aujourd'hui, je ne pense pas. C'est pourquoi ils sont, selon moi, démotivés complètement. Merci de votre réaction. Je voulais juste intervenir. Oui, bien sûr. Après cela, Pierre, Juste une petite intervention pour essayer de remettre selon moi les choses à leur place. On est très dur à l'égard des jeunes, à l'égard de ce qu'on appelle l'irresponsabilité.
Mais je crois que les premiers irresponsables, c'est quand même notre génération, parce que c'est nous qui léguons cette planète pourrie à cette génération. C'est pas elle qui a choisi ça. Hein. Nous, on était des grands modèles, mais quand même, on a laissé une planète pourrie. Et donc, on peut comprendre leur découragement, même si on n'accepte pas, mais on peut comprendre aussi leur découragement et leur remise en question. Voilà, c'était juste. J'ai oublié de dire quelque chose, ça, rapidement. C'est le système éducatif aussi est à revoir. Le curriculum, vous êtes bien sûr, vous êtes à l'université, il faut tout revoir de fond en comble. Je me rappelle, dans les années 60-70, il y avait des débats partout, les gens étaient, les jeunes motivés de venir écouter, il y avait alors des clubs de débat, etc. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont devenus très indifférents, les jeunes. Merci. Bien. Pierre? C'est pas la peine qu'on a reparlé des efforts qui ne sont pas faits, mais il faut se poser la question, pourquoi les jeunes ne font plus d'efforts? Alain vient de parler poser la question, et l'intervenant précédent a parlé de l'éducation, et là je suis tout à fait d'accord, mais l'éducation c'est les parents. C'est les parents. Et pourquoi ces parents-là n'ont pas fait comme les parents d'autrefois? Pourquoi ceux qui étaient dans l'étang-à-gauche ont produit ces personnes qui ont fait ensuite, qui ont permis à Boris de devenir ce qu'elle est? J'essaie de trouver une réponse en disant que c'est malheureusement toute médaille à son revers, c'est parce que nous avons connu quand même une progression importante, fulgurante même de notre économie, de 1980 à nos jours à peu près. Donc, tout le monde, parents y compris de notre génération, on s'est senti prospère. L'île est loin d'être prospère, mais on s'est senti prospère au point où aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? On constate que nous sommes en train d'agir, nous qui sommes un pays qui essaye encore de devenir un pays à grand revenu, nous sommes aujourd'hui en train d'utiliser des méthodes que l'on retrouve dans les pays développés. Quand nous achetons notre pain le matin, c'est un Bangladais qui nous sert. Vous trouvez ça normal? Donc, les petits jobs ne sont plus pour les jeunes Mauriciens. On les critique, il y a un gros chômage parmi les jeunes, mais posons-nous la question, comment on les a élevés? Et on a parlé d'éducation, c'est clair que si on veut renverser cela maintenant, il faut commencer par l'éducation, il faut commencer depuis le primaire. En tout cas, moi il me semble aussi, et là vous allez me dire que je vois, j'ai peut-être tort de nous comparer à l'Empire romain, mais l'Empire romain est tombé. Nous avons un pays qui s'est développé, se développera-t-il encore? On est en train de peiner pour monter à haut revenu. Et aujourd'hui, on veut des immigrants. Dans le film d'ailleurs, je parle là-dessus. On veut des immigrants pour faire tous les petits jobs. Je suis loin d'être contre les immigrants. Je suis contre les immigrants consultants qui sauront nous aider à développer la dernière ressource qui nous reste, la ressource marine. Ça, on a besoin des gens et des finances étrangères. On n'a pas besoin des gens pour nous servir notre pain le matin, etc. Et je déplore énormément la situation actuelle où nous venons prendre les choses au plus facile et on ne fait plus des petits-enfants. Avec une démographie qui est en train de se détériorer considérablement, nous croyons que nous allons pouvoir, nos enfants, nos petits-enfants, continuer à avoir un peu la prospérité que nous connaissons en ayant affaire à des Bangladais, à des Malgaches et ainsi de suite. Je n'ai rien contre ces personnes-là, je précise. Mais je dis que nous avons tort de penser que c'est eux qui vont nous aider à monter. Grosse erreur. Qui c'est qui répond à ça? Bien sûr, il est tellement évident qu'on ne peut pas répondre de manière. Non, moi je voulais dire que souvent je vais revenir ici à l'environnement, je crois qu'un des grands ratages de cette dernière décennie, vraiment le grand ratage, ça a été de ne pas avoir écouté, alors qu'on avait pris la peine de le faire venir,
Je crois qu'on a raté l'occasion, Joël Le René, Maurice Durable. Je crois qu'on a complètement raté. Et c'était une opportunité extraordinaire, ce Maurice Durable. On l'a raté pour des sombres raisons politiques. Ouais. Je voulais répondre à Pierre. Excellente intervention comme d'habitude, cher ami Pierre. Je reprends vos mots, Pierre. Chaque médaille a son revers. Je n'envisage personnellement pas l'avenir de l'île Maurice sans une immigration contrôlée, judicieuse. Aujourd'hui, les défis sont tels que dans beaucoup de domaines professionnels, nous avons besoin, évidemment que nous avons besoin de professionnels qualifiés. Évidemment que l'exemple du Bangladais qui vous sert le pain fait mal au cœur. En fait, disons, moi je classerais ça un peu comme une caricature. Parce que si la jeunesse a changé, comme semble confirmer, je pense qu'on n'aurait pas besoin de la confirmation, enfin c'est pour nous souligner que Vincent, qui est plus proche de la jeunesse que certains d'entre nous ici, a entrevu une posture qui peut se comprendre, que je peux comprendre, mais cette posture, il faut vivre avec, et il faut que le pays se développe, et si cette jeunesse veut faire autre chose que de faire du pain, d'être forgeron et de servir dans les hôtels, comment fera-t-on marcher? J'oublie l'entreprise à les entreprises à comment fera-t-on marcher les piliers de notre économie? Et moi, j'envisage l'île Maurice beaucoup plus comme un petit Singapour en matière de choses. Personnellement, je suis un homme plutôt ouvert aux autres cultures. Toute ma vie l'a démontré. Et je trouve regrettable qu'il y ait certaines velléités, je ne parle pas de Gaubière, de se replier sur soi-même, parce que l'avenir de l'île Maurice, tel que du reste, ce grand visionnaire dont on a parlé, qui s'appelle Gaëtan Duval, l'avait vu, c'est l'ouverture. Je n'envisage pas l'île Maurice avec 1 million d'habitants sans ouverture vers les autres, avec non seulement des professionnels, mais des ouvriers, des jeunes, pour faire un monde global. Voilà un peu le revers de la médaille. Et le micro est ici, devrait être ici. Merci. Merci, bonsoir. Mon intervention va se faire en 2 volets. La première partie, c'est qu'en 68, j'avais 4 ans. Et j'habitais Bordeaux, à la rue Bénarès. Et j'ai eu, on dirait, le malheur, la souffrance, la tristesse d'être dans cette bagarre raciale. Mon père était parti travailler et nous, on était à genoux avec mon frère et on priait pour que tout se passe bien. Et à un moment donné, on entendait quelqu'un qui disait « Nous rentrons là », c'était « Nous rentrons chez nous ». Et c'était des jeunes de 15-16 ans. Et elle qui dit, ah mais non, on a le vent, on a Christmas là-bas. Et c'est comme ça que peut-être nous, on a évité le pire. Et on quitte pour lui pour venir habiter à 4 bornes. Et à 4 bornes, tout en étant créole, on vient habiter chez une famille qui des goûts. Et mon enfance a été que nous avons vécu avec les hindous, avec le chinois, etc. Et donc, moi, je me sens à part entière mauricienne. Je ne suis même pas créole, même pas les gars, je suis mauricienne à Bordeaux. Et ma famille vient d'une famille tamoule, j'ai épousé un métis chinois. Dans ma famille, il y a autant de musulmans, etc. Donc je redis encore, je suis un pur produit mauricien. Et mes beaux-frères, quand ils viennent à Maurice, très souvent, avant de partir, ils courent dans tous les sens, ils sont en train de chercher un drapeau mauricien. Parce qu'il faut forcément afficher à l'étranger qu'on est mauricien. Et à Maurice, un 12 mars, regardez qui c'est qui osera mettre un drapeau mauricien sur le toit de sa maison. Personne. En termes de pourcentage, je vous dirais très peu. Et j'ai été élevée à la dure par un papa qui malheureusement est décédé il y a 1 an, à la dure, et c'était pareil, j'avais des trucs à faire, des ménages à faire, etc. Donc nos enfants aujourd'hui viennent me dire,
monsieur, que la jeunesse a changé. Je vous dirais que non. Mes 2 filles sont avec moi ici et j'essaye de leur inculquer cet esprit de mauricianisme. Et elles l'ont. Chez nous, excusez-moi, il n'y a pas de créole, il n'y a pas de malbar, il n'y a pas tout ça. Il y a des mauriciens, un point c'est tout. Et quand vous dites que la jeunesse a changé, la jeunesse ne croit pas dans le bénévolat, la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique, etc., je vous dirais que mes filles et moi, nous sommes de plein pied dans la politique. Dans la politique, en faisant aussi du social. Mes filles et moi, surtout les filles, avec leur groupe d'amis, de temps en temps, elles vont chercher à droite et à gauche à manger pour offrir aux sans-abri. Donc, je pense qu'on ne peut pas trop généraliser en disant la jeunesse n'est pas comme la jeunesse d'autrefois. Moi, je dis la jeunesse est forcément pareille comme autrefois. Les seules choses, c'est qu'ils sont perdus parce qu'ils n'ont absolument rien pour les guider. Autrefois, nous avions des clubs, nous avions des journées d'athlétisme, etc. Il n'y a rien. Comment voulez-vous qu'ils fassent des choses s'ils ne savent pas comment faire? Nous, adultes, quelle image que nous renvoyons à nos enfants. Donc je dis, si on trouve que notre jeunesse qui prépare leur avenir, Maurice, je disais à ma fille tout à l'heure là, dans 50 ans, je ne serai pas de ce monde, et je lui ai dit, tu auras 70 ans. Mais comment voulez-vous qu'elle atteigne, qu'elle chemine pendant 50 ans si nous, adultes, nous décideurs, nous ne leur donnons pas les outils pour l'avenir? Moi, je pense que la balle est dans notre camp. Si nous voulons avoir une île Maurice meilleure, nous arrivons en fin de carrière, je crois qu'il faut empower ces jeunes. J'ai la chance d'avoir 2 filles qui sont derrière moi. J'ai la chance d'être à l'écoute de mes enfants, mais je pense que nous, parents, nous devons surtout être à l'écoute de nos enfants et encourager nos enfants à avancer sans drogue, sans tout ça, et ne pas démissionner devant notre responsabilité. Merci. Si je peux juste rebondir juste rapidement, merci, c'est un magnifique témoignage. Toujours sur la jeunesse, je ne crois pas qu'il y ait une érosion de valeur ou une érosion culturelle. Je pense qu'il y a un nouveau set de valeurs et qu'il faut savoir embrace et rejoindre ces jeunes dans leur nouveau set de valeurs qui sont probablement beaucoup plus impliqués à leur façon que nous on a pu être ou que nos parents ont pu être. Je suis convaincu de ça. Personnellement, je suis père d'une fille de 18 ans et d'un garçon de 16 ans. Je suis quand même né en 75, pas en 68, donc c'est jeune. Et moi, tous les jours, ma fille me remet en question sur des sujets vraiment extrêmement forts. Une parole lancée, voilà, me dire, mais comment tu peux dire c'est pas vrai, ça va pas. Que moi je n'aurais jamais osé dire à mon père. Donc il y a une liberté de penser, il y a des convictions qui sont extrêmement fortes, qu'ils arrivent à verbaliser, et ils sont, disons, Alexia, je suis sûr qu'elle fait pareil, elle nous remet vraiment en question nos vieilles pensées, nos vieux dictats de avant c'était mieux, etc. Donc moi je dis, je crois au contraire, je crois que c'est eux qui vont nous sauver. Vraiment. Ouais, juste pour la question des jeunes, enfin, ça allait d'une boutade, ce que je dis. On se bagarre souvent, il y a des grandes bagarres ici, comme vous savez, des bagarres linguistiques pour la reconnaissance du créole, pour la langue française, le créole, l'anglais. Il y a souvent une question de langue, mais je crois qu'on n'a pas encore trouvé, et ça m'a fait penser à ça en écoutant Vincent tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas trouvé, c'est la langue dans laquelle on doit parler aux jeunes. Parce qu'on n'a pas trouvé la langue. Oui, bonsoir. Ben, on va revenir sur une cause langue ou langage, nous commençons par créole. Ok, merci. Au moins, elle commence par créole. Et il y a un mal qui ronge la société mauricienne avec une équation. Longtemps, ça a une code noire, on voit aujourd'hui le dernier appelé une code rouge. Ça s'appelle divide and rule. Il y a donc des systèmes économiques avec ce néolibéralisme est déjà mis dans la politique.
Alors, Maurice aujourd'hui, on m'a dit avec ce enfant, elle a une seule affaire qui nous a sauvé en Maurice. Et mon corps, M. Saint-Billy était bien, un mot qui m'a chéri moi-même, qui s'appelle l'âme mauricienne. Et l'âme mauricienne, nous tournons dans un film aujourd'hui. Nous pas une sorte de figure, pas de dire qui, parents aujourd'hui, pas parler comment dire, pénalonier, déco qui sont usés par le système, par le mindset. Merci, c'est tout. On va prendre, il est 8h, on va prendre un dernier appel. Alors, je dirais à madame, tout d'abord, bravo, vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts. Alors, vous avez pu apporter le sens d'appartenance à la famille ou en général. Bon, vous êtes un cas un peu exceptionnel. Là, je vais généraliser. Pourquoi je me permets de dire que moi, je suis dans l'éducation, recteur, ancien recteur, manager, j'ai travaillé avec les élèves, j'étais le président du sport scolaire, tout ça, vous savez. Bon, les jeunes ont perdu leur repère. Ça, définitivement. Vous savez, les premiers éducateurs sont les parents. Mais dommage que les parents ont démissionné devant leurs responsabilités. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, les éducateurs dans les écoles, primaires, secondaires aussi, ils ne prennent plus sérieusement cette affaire de partager l'éducation. Il y avait des sujets comme des sujets civiques, moral, mais maintenant il n'y a plus. C'est ça le problème. Alors tous les parents qui investissent beaucoup dans l'éducation de l'enfant, mais bien sûr, ça va être autrement. Mais en général, nous avons une société, moi je le dis, alors dans 50 ans, je suis triste, avec surtout la police, le tabagie et la drogue qui fait des ravages. Et ça a commencé à gagner tous les collèges, toutes les écoles, même dans le primaire. Ça, je vous dis. Alors, voilà. C'est à méditer là-dessus, c'est à cogiter, c'est à peut-être réfléchir là-dessus. Merci. Merci. Vous savez, quand vous débayez ce tableau qui est assez noir, et je peux comprendre ce que sera la dans 50 ans, vous savez, il y a 100 ans, on parlait de la peste noire et les gens n'étaient pas très optimistes non plus sur les épidémies qui décimaient des millions de gens. Et puis, je crois que Kailash l'intervient. C'est vraiment le dernier. Oui. Après, il va être 11h. Je voudrais poser une question à Finlay. Je suis ouvert. Cette question. Comment se fait-il que tous les DVD que Alain Bourgeois a produits n'a jamais été projeté? Il n'y a pas un seul à la MBC ou distribué dans les écoles. Enfin, moi je peux répondre à la MBC, c'est parce que je refuse. Ouais. Et dans les écoles, je suis très triste, effectivement. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote en termes de mea culpa. Il y a quelque temps de cela, un ancien militant m'a envoyé une belle photo de l'équipe gouvernementale de 82. Heureusement ou malheureusement, j'étais à l'époque ministre du Plan. Et à l'arrière, il a écrit l'équipe qui avait trahi l'espoir de la population en 82. Et Finlay faisait partie de cette équipe-là. Où les jeunes qui sont là, qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, Finlay Salès était député très actif depuis 1976 d'ailleurs. En 1982. Je vous raconte cette anecdote parce que il y a des décisions qui ont été prises en 82, mais qui ne sont pas suffisamment reconnues comme des décisions que je considère extrêmement importantes et qui ont joué un rôle important dans l'avenir de l'Université. Je vous donne
quelques exemples. La décision de ne pas aller de l'avant avec un recensement sur une base ethnique a été prise en 1982. Le recensement tombait sous ma responsabilité et lors d'une réunion au bureau d'Adèle Diagnat, à l'époque Premier ministre, où il y avait Paul Bélanger, Kader Maya et moi-même, on a décidé de ne pas aller de l'avant avec le recensement. Deuxième point extrêmement important, et ça, je suis certain que Pierre est d'accord avec moi, la décision du ministre des Finances d'alors de détacher la roupie et de l'attacher à un panier de devises. L'introduction de la sales tax, que certains appelaient la sale taxe. Et il y a peut-être un autre point très fort qu'on a tendance à oublier, ou la plupart des gens ne savent pas, c'est la décision de faire un double taxation treaty avec l'Inde. La décision est prise en 1982 lors de la visite d'Indira Gandhi, alors Premier ministre de l'Inde. Alors aujourd'hui, je me pose la question. Si sur un sujet aussi fondamental que la réforme électorale, on n'arrive pas à prendre une décision, s'il y a toujours des gens à Maurice qui pensent qu'en 2018, on doit avoir un recensement sur une base ethnique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vous raconte une dernière anecdote. En 2002, je suis interviewé par un journal, et le journaliste me pose la question sur l'état de santé de la démocratie à Maurice. Je dis, c'est très simple. On organise des élections démocratiques entre guillemets régulièrement, mais en fin de compte, la démocratie à Maurice, c'est quoi? Les élections sont quoi? Rascal ça, Rascal ci. Et 2 jours après cette interview, le Premier ministre alors me rencontre pour une réception, il me dit, so you treated me as a rascal? Je dis non, I started by treating myself as a rascal parce que j'étais ministre juste avant qu'il devienne Premier ministre. Alors il y a des questions de fond qu'on doit se poser. Je disais à Pierre Dinan l'autre jour qu'on parle beaucoup de l'environnement physique. Il y a des mouvements qui sont organisés pour défendre l'environnement physique. Mais la société mauricienne mérite un mouvement pour faire un constat de ce qui ne va pas, ce qui ne se passe pas bien, ce qui ne passe pas dans la société mauricienne aujourd'hui est malade. Mais malheureusement, le court-termisme, pour reprendre ce que vous avez dit, on est trop court-termiste dans notre approche, et ça revient, encore une fois, je fais mon meilleur culpa, on était partie prenante de tout ce qui se faisait. On arrive au pouvoir, et tout de suite on décide comment on va rester au pouvoir, comment on va gagner les prochaines élections générales. Et je suis très fier de dire que j'étais très actif dans la politique mauricienne pendant 40 ans, mais comme je disais à un journaliste l'autre jour, je n'ai jamais pu être un politicien. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est ainsi. Parce qu'à l'époque, il y avait des technocrates, il y avait beaucoup plus de technocrates comme ministres que des politiciens. On gérait notre ministère plus comme technocrates. On a payé un prix très très fort pour ça, mais en fin de compte, ça valait la peine. Merci. Voilà. Bon, nous allons mettre un terme à cet échange tout à fait fructueux et fécond. Je vais demander peut-être une parenthèse de l'histoire. Les années de Brest, c'était à 76,
à 82-83. Il y a le livre de Jean-Claude Lestrade qui va paraître très bientôt et qui va être lancé ici, ce sera le 18 novembre prochain, Les Frères ennemis, donc de 68 à 81. Donc ça va couvrir, je suppose, des préoccupations. Vous m'avez de dire quelque chose. Je peux avoir un micro, s'il vous plaît. Une idée que je voulais partager parce que je pense que le forum est approprié, qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et je vois qu'il y a certains praticiens ici. Cette idée qui me tient à cœur est un pacte qui serait conclu entre les grands partis politiques sur 3 ou 4 sujets nationaux dont nous sommes à peu près tous d'accord que la direction doit être telle et non pas telle autre, mais que la démagogie politique et, comme disait M. Rouy, l'avènement des prochaines élections font que les têtes commencent à tourner, un pacte contractuel signé à propos, par exemple, du ciblage dans les dépenses sur le FST, sur le recensement électoral, etc., qui serait donc signé par 3 ou 4 des plus grands partis politiques. Quiconque se démarquerait de ce pacte mauricien serait coupable de traîtrise. Voilà, on va terminer sur ces bonnes paroles. On vous remercie pour votre présence et on donne rendez-vous. Donc, la date vous sera confirmée. Le 18 novembre. Ce que je vous conseille, si vous voulez faire partie de ce petit cénacle, de laisser votre courriel à la sortie. De cette façon, vous serez sur la liste de M. Julien Glane ou de NSI et vous serez invité pour toutes les manifestations. Et je crois qu'on a passé un très bon moment, de très bons échanges. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci.